Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Dr Ziad Nasreddine, neurologue, créateur du MoCA, le Montreal Cognitive Assessment. Ziad est également ancien président de l'Association des jeunes médecins du Québec. Ensemble, nous plongeons dans son parcours professionnel et les raisons de son choix de carrière. Ziad m'explique la genèse du MoCA qui a révolutionné la prise en charge et l'évaluation des troubles cognitifs, en permettant notamment de raccourcir la durée de l'évaluation et en détectant plus précocement les signes de démence. Nous abordons également son implication dans l'AJMQ à la fin des années 90. Cette organisation avait d'abord été créée à l'époque en raison d'un changement discriminatoire au niveau de la rémunération des nouveaux médecins spécialistes. Le dépôt récent du projet de loi 83 qui vise à empêcher les nouveaux médecins d'œuvrer dans le réseau privé, m'a rappelé l'épisode de l'AJMQ et c'est dans cette optique que je voulais également recevoir Ziad. Dr Nasreddine partage ses réflexions sur les défis et les opportunités qui se présentent aux jeunes médecins du Québec, tout en nous éclairant sur cet épisode de l'histoire médicale. Un échange fascinant sur la neurologie, la médecine et l'avenir de la profession au Québec, avec une touche de vision personnelle et d'engagement. Bonne écoute. Ziad, bon matin. Bon matin, Jean-Pierre, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps, puis je suis honoré de te recevoir au balado La Santé au-delà des mots. Et j'ai été tout à fait surpris de réaliser que tu étais derrière le MoCA, même si je suis loin de la neurologie, c'est un terme qui fait partie du jargon populaire donc pour les médecins. Donc vraiment, merci énormément. Ça me fait plaisir, vraiment. Donc, écoute... Deux raisons de te recevoir ce matin, donc discuter de ta carrière de neurologue, discuter donc de ce qu'est la maladie d'Alzheimer, donc qui touche de plus en plus de gens. Tu sauras certainement me le dire tout à l'heure et m'en expliquer les raisons. Et certainement faire un clin d'œil à une entrevue récente que j'ai faite avec Dr Soufi, qui est président de la Fédération des médecins résidents du Québec, concernant le projet de loi 83. Et encore là, tu sauras me dire ce que tu en penses, mais moi, lorsque j'ai vu sortir ce projet de loi-là, ça m'a ramené des souvenirs, hein? Presque 30 ans en arrière. Donc, on saura éclairer nos auditeurs là-dessus. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu, Ziad, de ta carrière de neurologue, puis un peu ce que c'est la neurologie. Peut-être qu'il y a des jeunes étudiants au cégep ou autres qui nous écoutent, puis, ou en médecine, là, puis qui envisagent cette carrière là, qui a toujours été un peu mystérieuse pour moi, je dois dire. Ouais, j'ai toujours été attiré par
les choses complexes, difficiles, compliquées. Et quand j'étais étudiant en médecine, donc j'étais en train de penser bien sûr à la carrière que j'aimerais avoir, mais j'avais pas d'idée là, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et en troisième année de médecine, je faisais des stages en psychiatrie, en neurologie et dans d'autres départements. À Puis là, Sherbrooke à l'époque. à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. Et j'ai vraiment été fasciné par la neuroanatomie, neurophysiologie, comment ça fonctionne, les fonctions cognitives. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un domaine moins exploré que la cardiologie, l'orthopédie. Donc, c'était plus complexe que je trouvais. Et toutes nos décisions comme humains viennent bien sûr de notre cerveau. Puis là, de comprendre mieux le cerveau, j'étais attiré par le domaine et moins par les autres spécialités. Alors, j'ai vraiment pensé appliquer en neurologie à ce moment-là. Et ce fut excitant de comprendre un peu comment on localise la neuroanatomie comme par un symptôme. On arrive à dire c'est telle région du cerveau qui est touchée et comment le cerveau fonctionne. Mais vite, on se fait rattraper par la suite par le fait qu'on ne pouvait pas faire grand-chose comme neurologue. En termes de Une fois traitement. une fois que j'étais rendu dans la neurologie de tous les jours, je dis, my God, c'était très, très observateur jusqu'à temps que la thrombolyse est arrivée. Et là, on s'est dit, OK, toutes les AVC qu'on les observait, tout simplement, donner un traitement de support. Maintenant, on peut intervenir rapidement et j'ai vu comme des miracles arriver lorsqu'on infusait le patient de la TPA intraveineuse et on arrivait à avoir une réversibilité incroyable. En une demi-heure, le patient se mettait à parler et à bouger le côté droit, par exemple. Donc, c'était assez fascinant de voir avec les années, là, ça fait plus de 30 ans maintenant que j'ai 96 que j'ai gradué, presque 30 ans bientôt. Donc, que ça a évolué beaucoup. Et dans les migraines, il y a maintenant des traitements préventifs très efficaces, en épilepsie aussi. Parkinson, Alzheimer, pas encore beaucoup, mais c'est mon domaine d'expertise maintenant, l'Alzheimer. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir à l'horizon. Alors, donc, une fois que j'étais en neuro, là, je devais décider est-ce que je devais aller dans quelle spécialité. Je fais la neuro générale ou je me spécialise davantage. Et là, j'ai encore une fois été attiré par le domaine de la neurologie qui était le plus compliqué à mon avis. Là. C'était que je trouvais que la cognition était vraiment complexe, la mémoire, les pensées, le raisonnement, la logique, tout ce qui nos fonctions supérieures du cerveau, qui sont ce qui nous rend comme se distingue des animaux, dans le fond, les côtés humains, la créativité et l'intelligence des humains. J'étais attiré par ce côté-là qui était moins exploré que l'épilepsie, mettons, ou les désordres de troubles moteurs, du Parkinson. Je trouvais que les fonctions neurologiques supérieures étaient intéressantes. Et ça a donné que quand je faisais mes stages à Sherbrooke, puis après à Charlemagne, qui était affilié à Sherbrooke sur la rive sud de Montréal, qu'eux, ils avaient besoin de quelqu'un en cognition, en démence, sur la rive sud, et pour joindre leur équipe de multiples autres spécialités. Donc, puis le mot démence n'était pas très attirant non plus, parce qu'il y a encore moins de choses qu'on puisse faire pour l'Alzheimer et la démence. Un peu stigmatisant aussi, peut-être. Oui, il n'y avait pas grand monde dans la province. Il y a peut-être 3-4 neurologues, Rémi Bouchard, Alain Robillard, qui sont plus là maintenant à la retraite, mais qui sont vraiment été des pionniers dans la cognition. Serge Gauthier aussi. C'était des modèles très inspirants et j'ai Dr Raymond Labrec, qui est neurologue à Notre-Dame, que j'ai fait un stage avec elle en neuropsychologie et neurologie du comportement. Et là, je voyais que pour évaluer les fonctions cognitives, comme avec Isabelle Rouleau, qui est neuropsychologue aussi à Notre-Dame, on devait passer 5 heures à voir le patient pour évaluer comme différentes façons de mémoriser l'information, différentes façons de trouver les mots pour s'exprimer, pour raisonner, pour être plus abstrait. Alors, c'était très long. Je dis, comment je vais pouvoir, en pratique, évaluer mes patients en prenant 5 heures? C'est pas possible. Ou les envoyer en neuropsy pendant plusieurs heures. On a peu accès à la neuropsy au Québec. En tout cas, c'est pour dire, j'ai pensé dès ma résidence à trouver un test cognitif plus rapide. Donc, et là, c'est là que c'était mon premier développement d'un test que j'ai montré à mes
collègues, mes patrons, je veux dire, à Sherbrooke. Puis on trouvait, oui, c'est une très belle initiative de pouvoir faire un test plus abrégé, qui est plus poussé que le Folstein, le MMSE, mais qui serait moins long que 5 heures. Okay. Et là, j'avais donc commencé avec ça. Et là, j'ai appliqué, parce que Charlemagne voulait avoir quelqu'un en cognition, j'ai appliqué à différentes universités américaines pour mon fellowship. Et quand je leur ai présenté à UCLA mon projet de test cognitif qui évalue différents domaines cognitifs, ils ont beaucoup aimé ça, puis m'ont accepté avec une bourse à UCLA. Et là, j'avais fait mon année de fellowship. D'accord. Et je suis revenu sur la rive sud de Montréal, où je suis encore présentement. Et j'ai commencé ma clinique de mémoire. Et là, je faisais mes tests moi-même, plus écourtés. À ce moment-là, mon test que j'avais trouvé court était de 1 heure. Donc, 1 heure, je voyais donc 3-4 patients par jour seulement. Et j'avais rapidement une liste d'attente de 6 mois à 1 an. Puis là, en plus, j'ai reçu mes frais de bureau parce qu'on était à Lac comme neurologue. Je ne pouvais pas payer mes frais de bureau en voyant 3 patients par jour. C'est certain. Donc, encore moins l'hypothèque. Donc, les neurologues que tu vois un tunnel carpien en 5 minutes ou un cas de complexe de troubles cognitifs de 1 heure ou 2 heures, c'était le même tarif. Alors, il n'y avait aucun incitatif, et c'est l'est encore présentement, de donner un incitatif à avoir de façon plus clientèle. Alors, c'est là que j'ai eu l'idée de développer le MoCA, qui était, au lieu d'être 1 heure, là, c'est devenu 10-15 minutes. Et le Folstein que tout le monde connaît, le MMSE, était de 8 à 10 minutes. Donc, c'était un test presque aussi court que le Folstein, mais qui détecte beaucoup plus, de façon plus sensible, les phases précoces des troubles cognitifs, donc plus difficiles, ce qui permet de détecter 2 ans plus tôt les troubles de mémoire que le test Folstein, parce que le test comprend plus d'éléments difficiles à faire, complexes, et ça évalue plus de domaines cognitifs que le Folstein, donc ce qui faisait comme un scan cognitif du cerveau en 10 minutes ou 15 minutes maximum. Alors, c'est ça qui l'a rendu très utilisé mondialement, le fait qu'en 10 minutes, tu peux détecter 90% ce que le neuropsychologue va détecter en 3 heures, mettons, au lieu du Folstein qui détecte 18% seulement. Donc, on a un test 5 fois plus sensible dans presque le même temps que ça prend pour le médecin. Et vu que c'était mis gratuitement partout, le test, et il s'est propagé vraiment, il a remplacé graduellement le MMSE pour détecter la phase précoce d'Alzheimer en particulier. C'est devenu aussi donc un standard maintenant pour plusieurs maladies qui ont une atteinte cognitive, comme le Parkinson, les atteintes vasculaires cérébrales. Il est maintenant utilisé dans 200 conditions, dans 100 pays, 100 langues, je veux dire, et 200 pays. Donc, il est rendu recommandé numéro 1 pour la détection précoce de l'Alzheimer dans un consensus l'an dernier. Alors, il y a eu aussi beaucoup de publicité dans le public lorsque M. Trump, en 2018, a passé le test avec son médecin. Puis il a dit « I aced it, I'm a genius » et tout. Alors, c'était par la suite M. Biden qui j'ai dû intervenir à CNN pour donner mon opinion, et pour M. Trump aussi en 2018 et 2020. Donc, ça a effectivement été vraiment stimulant pour moi de pouvoir contribuer avec un test aussi simple à la recherche qui se fait pour la détection précoce, et de devenir un test qui devient un standard maintenant, qui est enseigné maintenant à l'université. Des amis à moi, leurs enfants sont rendus à l'université, donc ils m'envoient « Ah, mon fils commence à prendre le cours de neurologie » et là, il leur montre le test MoCA. Donc, ils étaient contents, mais quelques-uns de mes amis qui m'ont envoyé Et sur Netflix aussi, dans Grey's Anatomy, que Meredith, le médecin qui évalue quelqu'un avec le test MoCA, dans This Is Us aussi, puis House of Cards aussi. Alors, j'étais bien content que c'est partie de la réalité, et même la fiction l'utilise maintenant. De la réalité à la fiction et non le contraire, finalement.
c'est ça. Mais ça, c'est MOCA, c'est pour Montreal Cognitive Assessment, c'est bien ça? Exactement, oui. Puis, parce que je faisais des recherches, puis on parlait que le test avait été développé en 96, validé en 2005, les publications, une genre de période un peu de flottement où on était à la phase de recherche seulement? Ou c'est... Donc, pendant 9 ans, le test a passé par des réitérations multiples. Ça veut OK. dire que pour arriver à la version finale, qui a été validée en 2005, Mhm. en anglais et en français, donc c'est ça qui a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que le test soit vraiment le plus sensible possible, mais pas trop difficile. Si c'est trop difficile, tu vas étiqueter tout le monde comme étant atteint Mhm. cognitivement. Donc, il fallait trouver le sweet spot là, pour chacun des items, pour évaluer chacune des parties du cerveau. Et vu que je n'étais pas pressé, moi, je n'étais pas comme un professeur à temps plein qu'il faut que je publie rapidement. Donc, je prenais mon temps et je l'améliorais. Puis à un moment donné, on fait la validation, puis on démontre. La première validation, je ne l'ai pas publiée, c'était en 2000, donc 4 ans après. Et la deuxième en 2005 pour raffiner encore plus le test. Ouais. Est-ce qu'il y a comme une compétition, disons, toi, quand tu es arrivé avec le MOCA, est-ce que les gens qui avaient créé le Folstein ou le Mini-Mental, est-ce qu'il y a comme un petit peu de compétition pour dire le MOCA c'est moins bon, le nôtre est meilleur, ou il y a une collaboration? Il n'y a pas vraiment de compétition et les gens sont assez rigoureux, scientifiques. OK. Donc, ils vont dire, montre-moi les données, puis on va juger là-dessus. Il y a pas comme, c'est pas comme un produit commercial où que tu vas dire, faire de la publicité négative sur un produit particulier. Donc, vu que beaucoup des collaborateurs qui étaient sur l'étude de validation étaient des gens réputés internationalement, Mhm. je pense que ça a aidé aussi à propager un petit peu dans les revues scientifiques ou dans les congrès. Ils vont parler du test, puis on vont propager un petit peu l'information, puis tranquillement, ça descend vers les autres professionnels de la santé aussi. OK. Est-ce qu'il y avait un modèle d'affaires derrière ça ou c'est vraiment purement scientifique? C'était complètement scientifique, donc il n'y OK. avait pas aucun modèle d'affaires. Et malgré que je l'ai mis le copyright dès le départ, avant de rencontrer mes collaborateurs, j'avais déjà mon copyright. Donc, et je faisais signer des collaboration agreements comme ça pour Mhm. préserver le copyright. Et c'est juste que plusieurs années plus tard, lorsque les compagnies pharma se sont mis à l'utiliser dans les études commerciales ou les études cliniques, là, il y a eu un licensing, un modèle de licensing où les gens doivent payer des licensing fees, des frais pour utiliser dans une étude. Et D'accord. c'est encore comme ça. Donc, les personnes qui utilisent pour les raisons éducatives, académiques, recherche scientifique académique, il n'y a aucun frais, usage clinique aussi. Donc, ce qui fait que c'est très, très accessible et Mhm. ça a rendu vraiment démocratisé l'accès sans que ce soit un projet commercial. Mais au moins avec les sous que je fais, je veux dire avec ce test-là par les licences pharma, j'ai pu réinvestir pour développer toutes les nouvelles versions digitales qui sont maintenant disponibles. Au moins, on a 2 versions qui ont été développées dernièrement depuis 3-4 années. Il y a un training aussi qu'on fait pour que les gens apprennent comment faire le test. Et ce développement digital est tellement coûteux que ça bouffe une grosse partie de ces revenus-là qu'on peut D'accord. faire des licences. Et éventuellement, il y aura des frais pour utiliser les versions digitales parce qu'on peut pas les maintenir, je peux pas les maintenir gratuits, les versions digitales qu'il faut avoir des serveurs, des programmeurs et pour les mettre à jour à chaque fois qu'il y a un système d'exploitation qui change au niveau iOS ou Android Mhm. sur les différents types de devices qu'on peut utiliser, les iPhones, etc. Mais la notoriété du test est telle que rapidement, lorsqu'on a présenté une version digitale, des milliers de médecins, de professionnels sont mis à les utiliser. Et aussi, lorsqu'on a mis en ligne une version pour le grand public, un test pour le grand public qu'on a appelé Expresso, pour rester dans le café, Mhm. euh, ça a été vraiment très rapidement utilisé par le grand public, ça connaissant un peu la notoriété de ce test-là.
et de mon implication dans son développement. Alors, ça aide, je pense, pour développer de nouveaux outils et de continuer à tenter de outiller les gens pour qu'ils s'auto-évaluent tout seuls à la maison, éventuellement, sans être toujours obligés d'attendre 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous avec leur médecin. L'Expresso vise à leur donner un outil simple, rapide qu'ils peuvent faire sur leur téléphone cellulaire et ça leur permet donc de s'auto-évaluer. Si on peut mettre un lien sur le blog on fera ça, oui. du site Expresso, ça peut être intéressant si les gens, c'est gratuit aussi. Tout à fait. Et ça permettrait aux gens en 5 minutes de s'auto-évaluer. Et ce Expresso-là prédit ta performance sur le MOCA. Donc, on ne voulait pas donner le test MOCA au grand public, on voulait garder le MOCA pour les professionnels de la santé, l'Expresso pour le grand public, qu'ils peuvent s'auto-évaluer une fois par 3 mois, par exemple, ou par 6 mois. Puis, ça donne 3 résultats. Vert, on n'a pas de soucis par rapport à la performance. Jaune, peut-être qu'on est en dessous de la moyenne. Rouge, on est en dessous de la moyenne. Donc, on les incite à refaire le test Expresso. S'ils restent dans le jaune ou rouge, là, ils peuvent consulter leur médecin. Mais s'ils sont dans le vert, ça les rassure que la probabilité d'avoir un déficit cognitif sur le MOCA est très faible. Et ça pourrait diminuer l'inquiétude que les gens peuvent avoir. Mettons qu'on entend parler qu'il y a peut-être un nouveau traitement qui s'en vient pour l'Alzheimer. Est-ce que je devrais consulter tout de suite parce que j'ai oublié où j'ai mis mes clés, où j'ai garé l'auto? Donc, les gens pourraient se questionner s'ils ont un déficit cognitif ou pas. Et ça peut ne pas être l'Alzheimer. On peut tous avoir des difficultés de concentration, de mémoire, qui peuvent être dues à notre stress, au sommeil perturbé, à des médicaments qu'on prend pour la douleur ou pour dormir. Ça peut être une dépression qu'on fait, un burn-out qui commence par des troubles de concentration. Donc, s'auto-évaluer, ça fait partie d'un réflexe qu'on devrait tous avoir pour préserver notre santé cognitive et la monitorer comme on monitore notre poids, notre pression artérielle, peut-être notre sucre. On devrait aussi prendre au sérieux notre cognition, qui est notre outil le plus important comme humain, de dire c'est ça qu'on doit surveiller aussi, que c'est pas nécessairement de l'Alzheimer, mais ça peut être plein d'autres facteurs qui peuvent affecter notre performance. Donc, c'est ce qu'on voudrait, dans le fond, aider les gens maintenant. Comme on aide les médecins, on aimerait développer avec le Expresso un portail pour que les gens regardent au niveau alimentation, au niveau exercice physique, au niveau des habitudes de vie qui sont saines et au niveau des exercices de mémoire qu'ils peuvent faire pour les aider à rester sharp et rester en forme cognitivement. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Est-ce qu'on peut déjouer le MOCA? Est-ce qu'il y a une seule version du test? À l'inverse, le patient qui, lui, a peur d'être étiqueté comme étant en phase précoce de démence, est-ce que le patient pourrait se pratiquer? Donc, il pourrait. C'est sûr que ceux qui réussissent à le déjouer, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'ils sont cognitivement pas mal bons pour mémoriser le test. OK, d'accord. Donc, Mais on a quand même créé 2 versions alternatives qu'on a pris 3-4 années pour les valider, pour qu'elles soient équivalentes à la version originale. Pour les personnes qu'on leur fait le test une fois par année, une fois par 6 mois, on voit quel test qu'ils ont fait avant, puis on passe à la version 2, ce qui fait qu'ils ne voient pas la même version avant 2 ou 3 ans. Alors, oui, il y a un moyen de le déjouer quand même, mais ça veut dire que la personne se joue un tour à elle-même
au lieu de tenter de refléter ce Tout qu'elle à a fait. comme performance. Tout à Donc, elle fait. s'auto-nuit de tenter de se préparer d'avance pour faire le Mais test. j'avais quand même la notion qu'il y a des patients qui développent des phases précoces de démence qui, peut-être, tu me corrigeras, des gens qui ont peut-être un quotient intellectuel plus élevé, vont compenser plus Oui, longtemps, vont tout à fait. justement développer des trucs pour éviter que ça Ouais. paraisse, entre guillemets. C'est sûr que le MOCA il a été basé sur des gens qui ont un niveau collégial, c'est-à-dire cégep et plus. Donc 12 années à 15 années de scolarité. Quelqu'un qui a un doctorat ou des maîtrises, ils peuvent avoir des capacités beaucoup plus élevées que d'autres à s'adapter aux tests que nous avons faits. Donc ils peuvent, oui, on peut les manquer. Donc OK. ces gens-là qui ont une scolarité très élevée, qui ont une baisse de leur performance cognitive, on les envoie en neuropsy à ce moment-là, où ils vont pousser les tests à un niveau beaucoup plus important que ce qu'on peut faire avec le MOCA en 10 minutes. Et là, ça vaut la peine de les référer en neuropsy pour les personnes hautement scolarisées, tout à fait, oui, Tout à parce que fait. leur réserve cognitive pourrait être plus importante. Ils peuvent compenser plus longtemps, comme tu dis, Hmm. tout à fait. Le MoCA, c'est bon seulement pour la maladie d'Alzheimer ou c'est bon pour toutes les formes de démence? Ou, Pour n'importe quel trouble cognitif, parce que OK. on évalue tous les domaines cognitifs qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, la planification, la concentration, la mémoire, mais ces capacités cognitives peuvent être affectées par une maladie systémique comme mettons, l'apnée du sommeil, mauvaise oxygénation cérébrale, ça peut être l'insuffisance cardiaque avec un bas débit cérébral, l'insuffisance rénale avec la toxicité aussi de l'urée. Mhm. Avoir de l'encéphalopathie hépatique. Donc, n'importe quelle atteinte cognitive pourrait être détectée. Le test avait été fait d'une sorte que tous les items du test sont difficiles et pas impossibles, ce qui fait qu'on peut détecter précocement différentes atteintes de différents domaines rapidement. Donc, c'est ça qui fait en sorte que ça a été, il y a des publications, 7000 publications maintenant sur le MOCA, à part la première en 2005, 7000 qui ont été faites à travers le monde, pour au moins 100 conditions autres que le MOCA, autres que l'Alzheimer, excuse-moi, qui ont une composante de troubles cognitifs dans la présentation clinique. D'accord. Mais si on parlait un peu de la maladie d'Alzheimer, dans le grand public, toutes les fois qu'on parle de démence, les gens disent, mais celui-ci a une maladie d'Alzheimer, mais parfois c'est une démence vasculaire. Ou, qu'est-ce que la démence d'Alzheimer là, qui a été décrite? J'ai fait des petites recherches, là, parce que je me disais ça doit être le nom du médecin, mais effectivement, c'est Alois Alzheimer qui aurait décrit la maladie au début du 20e siècle, donc un médecin allemand. Qu'est-ce que le Alzheimer? Puis par rapport aux autres types de démence, puis quelles seraient peut-être les autres démences les plus fréquentes, puis Oui, peut-être parler un peu donc d'incidence, parce que j'ai la notion que c'est en augmentation. Là. Oui, donc oui, la prévalence est en augmentation. L'incidence, elle tend à diminuer un petit peu, mais on pense que la gestion des facteurs de risque vasculaire joue un rôle qui fait que l'incidence, elle diminue légèrement, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, la prévalence, parce elle augmente avec le vieillissement de la population, vu que les gens se rendent beaucoup plus nombreux à un âge plus avancé, même s'il y a une minime diminution de l'incidence, la prévalence augmente de façon incroyable. C'est pour ça qu'on a triplé le nombre de personnes en 20 ans au Québec seulement qui ont de la maladie d'Alzheimer. Si on regarde maintenant au Canada, on parle de 500 000 personnes qui ont la maladie, 125 000, 150 000 au Québec. Donc, c'est une condition qu'on appelle maintenant trouble neurocognitif au lieu d'utiliser le mot démence, qui semble avoir maintenant plus la faveur à cause qu'il est associé à la folie Hmm. ou donc quelqu'un de dément est comme très rendu, c'est péjoratif. Donc là, il préfère utiliser le mot trouble neurocognitif. Mineur, si c'est un trouble neurocognitif léger qui n'affecte pas l'autonomie et qu'on appelait en anglais MCI, Mild Cognitive Impairment. En français, on l'appelle aussi TCL, trouble cognitif léger, TCL, ou TNC mineur, maintenant les nouvelles appellations. Ou majeur, TNC majeur, là c'est quand le stade de démence, donc on est en perte d'autonomie, plus un trouble cognitif. Donc démence veut dire
trouble cognitif qui donne une perte d'autonomie. Mais là, la cause peut être de type Alzheimer, donc TNC, trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer, trouble neurocognitif majeur de type vasculaire, de type Parkinson, de type corps de Lewy, de type frontotemporal. Donc, il y a différents types de troubles neurocognitifs ou de démence, mais la cause la plus fréquente de troubles neurocognitifs demeure la cause Alzheimer, qui comprend 50% des troubles neurocognitifs actuellement. Il y a un 20-25% qui peut être vasculaire et peut-être un 20% qui est mixte. Les autres sont 5-10%, le reste, corps de Lewy, démence frontale qu'on appelle, ou aphasie primaire progressive aussi, qui sont des manifestations différentes. On s'est aperçu que tous ces troubles neurocognitifs qui ont des manifestations cliniques un peu variées ont des protéines différentes, dans le fond, qui s'accumulent, qui causent le problème, le trouble neurocognitif. Comme par exemple pour l'Alzheimer, c'est l'amyloïde, la bêta-amyloïde qui s'accumule extraneuronale et ça détruit les neurones ou ça cause la dégénérescence neuronale en enclenchant un processus intraneuronal de phosphorylation de la protéine Tau. Donc, la protéine Tau dans les neurones qui se trouvent dans les microtubules et elle va se phosphoryler, puis elle va causer un shrinkage, un rétrécissement du neurone, des enchevêtrements qu'on appelle neurofibrillaires dans le neurone, que Alzheimer avait décrit dans le passé, puis il avait décrit aussi des plaques amyloïdes extraneuronales. Donc, ces deux manifestations de la pathologie Alzheimer sont pathognomoniques actuellement du diagnostic d'Alzheimer, mais en clinique, 20% des gens qui ont une manifestation typique Alzheimer avec un trouble de mémoire de court terme vont avoir une autre pathologie, une autre protéine que la protéine amyloïde. C'est la protéine Tau qui est juste isolée, pas de protéine amyloïde, mais juste une tauopathie temporale, hippocampale. Ce qui fait qu'avec les connaissances qui avancent, on voit que le phénotype Alzheimer est le plus fréquent, mais il y a quand même des variantes qui sont un peu différentes, mais qui se présentent un peu de la même façon. On ne pourra pas donc les traiter tous avec des traitements anti-amyloïdes parce qu'il y a d'autres protéines qui peuvent causer un syndrome semblable. Comme pour la corps de Lewy, qui est une autre trouble neurocognitif, qui donne des hallucinations visuelles, syndrome extrapyramidal et troubles cognitifs. Eux, c'est l'alpha-synucléine qu'on retrouve comme dans les neurones, qu'on retrouve dans le Parkinson aussi, parce qu'ils ont une pathologie commune, les deux, puis les manifestations cliniques qui se ressemblent, le Parkinson et le corps de Lewy. Donc, avec le temps, on a maintenant des marqueurs radiologiques de la protéine amyloïde, avec le TEP scan amyloïde, qu'on peut voir, mais la pathologie Alzheimer, 15-20 ans avant le début des symptômes. Donc, les protéines s'accumulent à partir de l'âge de 50 ans et à 60 ans. Presque 20% des gens à 60 ans, si on leur fait un scan amyloïde, vont avoir la protéine amyloïde qui s'accumule dans leur cerveau. Et 20% des gens à 75 ans vont avoir la manifestation clinique. Donc, ils ont quand même un retard, une phase un peu silencieuse où les gens accumulent les protéines puis ils développent les symptômes cliniques plus tard lorsque la phosphorylation de la protéine Tau intraneuronale arrive. Là, les neurones sont détruits et là, on commence à avoir des déficits cognitifs. Donc, la pathologie est quand même assez longue dans son évolution, l'Alzheimer. Et de plus en plus de scientifiques croient si on peut intervenir à la phase asymptomatique, idéalement, on va pouvoir même prévenir l'Alzheimer qu'on connaît actuellement. Alors, c'est quand même de l'espoir parce qu'il y a 2 traitements anti-amyloïdes avec des anticorps monoclonaux qui sont injectés contre la bêta-amyloïde qui ont été approuvés aux États-Unis depuis 1 an. Alors, on espère au Canada qu'on aura une approbation prochaine de ces traitements-là, ce qui va permettre de traiter les gens pour le moment au stade TNC mineur, trouble neurocognitif mineur, de l'Alzheimer. S'ils ont le scan qui démontre ces plaques-là, on va les traiter. Et les études ont montré qu'on peut ralentir de façon très significative l'évolution de la maladie quand on les traite au stade trouble neurocognitif mineur.
Alors, c'est pour ça que je suis content maintenant Mhm. qu'on puisse avoir un traitement qui pourrait changer l'évolution, maintenir les gens plus autonomes plus longtemps à la maison. Et avant, le MoCA a été utile de détecter 2 ans plus tôt que le Folstein, mais on n'avait pas vraiment de traitement à leur donner. Alors que maintenant, je suis content qu'on puisse détecter précocement avec le MoCA et leur proposer un traitement aussi. J'avais la notion que les dépôts amyloïdes peuvent commencer presque dans la vingtaine ou dans la trentaine. Seulement si J'ai c'est tort, la forme familiale? génétique. OK. Oui, oui, la femme Ouais. qui a clairement une mutation, qui est 5% des cas d'Alzheimer ont une mutation, et ces femmes-là commencent leurs symptômes dans la quarantaine, et eux, oui, ils ont l'amyloïde dans la vingtaine, trentaine, mais c'est la minorité des cas qui ont une forme génétique avec une mutation. Les autres, c'est la forme sporadique, qui est la forme la plus commune. Est-ce qu'on sait ce qui cause le dépôt, cependant, d'amyloïdes? Là, on est plus dans la physiopathologie, mais parce qu'on parle parfois du lien avec les habitudes de vie puis la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on a un peu d'explication qui expliquerait pourquoi le fait de fumer ou autre, ou l'alimentation, C'est pas l'environnement? clair, OK. c'est pas clair encore. On sait que c'est des facteurs de risque qui augmentent notre risque d'avoir la maladie. Si on est fumeur, si on a des traumatismes crâniens, si on fait du diabète, hypertension, notre risque augmente. Et on se demande pour les diabétiques, est-ce qu'il y a une insulino-résistance cérébrale à la captation du glucose? Est-ce que c'est le diabète de type 3? Parce que dans le diabète, on a de l'amyloïde aussi dans le pancréas. OK. On a aussi de l'amyloïde au niveau cérébral. Est-ce que c'est une pathologie, le diabète de type 3 de la personne âgée qu'on appelle? OK. Et donc, il y a des hypothèses, donc c'est pas encore clair la cause de la forme sporadique. On sait qu'il y a clairement une accumulation. Est-ce que c'est le diabète affecte aussi la microcirculation cérébrale et qu'on ne puisse pas éliminer les plaques amyloïdes à fur et à mesure qu'elles se forment, comme des déchets un peu autour des neurones. Le mauvais sommeil aussi fait en sorte qu'on fait moins le ménage dans la nuit, puis cause aussi une accumulation accélérée, on pense aussi de l'amyloïde. Donc, il y a des hypothèses. Pour les formes génétiques, c'est clairement dans la manufacture de la protéine amyloïde ou dans sa dégradation par l'enzyme qui la dégrade, qu'il y a une mutation dans ces enzymes-là qui sont responsables de l'accumulation. Un peu comme la trisomie 21, hein, le gène APP, Amyloid Precursor Protein, il est sur le chromosome 21. Donc, ces gens-là qui ont la trisomie 21 développent l'Alzheimer très jeune et presque tous à 50 ans décèdent avec une démence d'Alzheimer. Et eux, ils ont 3 fois ce gène, donc une production accélérée de production d'amyloïdes. Donc, c'est pour ça que l'hypothèse amyloïde est quand même assez bien soutenue par les études génétiques, les études chez les formes familiales. Et par contre, pour la forme sporadique, c'est pas clair encore qu'est-ce qui amène cette accumulation-là. Quand même. Donc, il y a de l'espoir, mais je suis heureux d'entendre que l'incidence n'augmente pas. C'est simplement le fait qu'on vive plus longtemps qui Oui, parce nous qu'on met plus à risque. exactement. Donc, il y a quelques études dans les pays occidentaux. Il y a eu beaucoup de campagnes sur la prévention des maladies cardiovasculaires qui ont vraiment diminué l'incidence des AVC, diminué les incidences des infarctus. Alors, le cholestérol, donc tous ces éléments-là augmentent aussi le risque d'Alzheimer. On ne sait pas pourquoi, mais il y a comme un lien entre les facteurs de risque vasculaire et l'incidence d'Alzheimer. Donc, par contre, c'est une portion, un impact pas majeur, donc léger, pas assez pour malheureusement diminuer la prévalence. Là. Donc la prévalence continue à augmenter de façon importante. Avant de passer, deux petites questions. Je pense pas que ce soit des questions pièges pour toi, mais homme-femme, puis le lien avec la maladie du siècle, l'obésité. Est-ce qu'on a des choses... Oui, l'obésité était associée avec le syndrome métabolique, aussi les triglycérides et de l'inflammation L'inflammation, c'est systémique. ça, exact. Et il y a beaucoup, beaucoup de liens qui ça augmente beaucoup leur risque de troubles neurocognitifs. Il y a aussi le microbiome aussi qui a des liens avec les atteintes cognitives. Est-ce que l'obésité aussi est un lien avec le microbiome? Donc, c'est pas clair non plus pour le lien, comment ça peut amener plus d'Alzheimer. Donc, c'est un peu dans la même catégorie que les autres facteurs de risque pour le moment. Pour les femmes versus hommes, au niveau des
estrogènes, donc qu'ils ont plus les femmes après la ménopause, il y a clairement un risque accru chez les femmes. Mais c'est pas la prévalence est clairement plus élevée chez les femmes, mais là parce qu'ils sont plus nombreuses à atteindre l'âge de 75 ans OK. que les hommes qui meurent plus jeunes. Alors il y a une prévalence quasiment presque le double, au moins le tiers de plus là, c'est 60-40 là, donc de femmes versus hommes. Mais c'est pas encore clair non plus quel est l'effet protecteur. Puis on n'a pas réussi, même en donnant des hormone replacement therapy, de dire qu'on va renverser la tendance pour le moment. OK, donc, quand même. Pas évident de savoir. Est-ce que là, pour eux, joue un rôle qui est un facteur de risque important au niveau génétique? Chez les femmes, plus que chez les hommes, c'est pas clair. Ouais. Je t'écoute parler, puis ce qui me fascine, c'est que la médecine se spécialise de plus en plus, mais finalement, on réalise que les facteurs de risque des maladies, les liens avec l'environnement, tout se rejoint finalement. Là. Parce que je pourrais faire un podcast sur le cancer colorectal, puis probablement qu'on parlerait des mêmes facteurs de risque. C'est quand même incroyable, non? Oui, c'est sûr qu'on peut avoir une pierre discours en adressant les éléments communs aux différentes pathologies. Ouais. Exact, parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'ai enregistré un podcast avec Dr Victoire Sato, qui est radiologiste en Europe, qui a quitté la profession pour l'instant, complètement quitté la profession de radiologiste en jeune âge pour s'attaquer à tous les enjeux environnementaux, les enjeux de santé qui entourent la mode, puis les toxines qu'on absorbe par nos vêtements, puis les liens avec le cancer, l'infertilité, tout ça. Donc, tout est dans tout, là. C'est incroyable. Oui, en effet, il y a le Lancet en 2024 qui ont publié les facteurs de risque réversibles que nous pouvons attaquer ou adresser plutôt. Et 45% du risque peut être diminué en adressant les facteurs de risque que j'ai déjà mentionnés tantôt. Tout à fait. Donc les facteurs de risque vasculaire, obésité, inactivité, isolement social semble aussi être un facteur important parce qu'on est moins stimulé quand on est tout seul, même si on fait de la lecture tout seul ou on écoute la télé, c'est pas très stimulant, donc il faut vraiment interagir avec les autres. La pollution était un des facteurs qu'on pouvait changer. Il y en avait 12, donc facteurs, donc le sommeil, le stress, la dépression. Donc il y a beaucoup de facteurs qui nous sont qu'on peut agir dessus. Et on a donc décidé de faire sur notre site web Expresso, de ne pas juste évaluer notre cognition actuellement, mais d'évaluer notre score de santé cognitive actuellement, basé sur les facteurs réversibles, les 12. Donc, on pose des questions aux gens. Faites-vous de l'hypertension? Est-ce qu'elle est contrôlée? Êtes-vous actif socialement? Êtes-vous actif mentalement? Donc, et là, ça leur donne un score. Et ils peuvent 6 mois plus tard répéter le questionnaire. Et là, ça leur donne, est-ce que mon score s'est amélioré? Donc, ils peuvent agir pas juste sur leur état cognitif actuel, mais leur risque de déclin cognitif futur. Donc, ça peut être un outil intéressant aussi à donner aux gens qui ont un intérêt à préserver leur santé cognitive. Je présume que le déclin cognitif, c'est une chose qui est naturelle, donc on doit s'attendre à une certaine forme de déclin cognitif en vieillissant, ou les histoires qu'on entend de la personne qui décède à 100 ans, puis que le grand-père, comme on dit, le grand-père était encore tout là, comme on dit en bon québécois, là. Est-ce que green, donc, cette personne-là, vraiment... Puis... Il y a le Blues 11, tu sais, qui est... En tout cas, je t'ai interrompu. Non, mais c'est ça un petit peu. Donc, on doit s'attendre à une certaine forme de déclin cognitif. Ça fait un petit peu comme le cœur, les reins. Ça commence à être controversé. Okay. Ça commence à être controversé qu'on a un déclin cognitif. Parce que les études neuropsy qui avaient regardé, ils ont pris comme des gens de 20 à 90 ans, puis leur faisaient des tests cognitifs, mais il n'y avait pas de plainte cognitive particulière. Mais on voyait que la vitesse d'exécution était plus lente. Le repêchage de l'information était plus lente. Parfois un manque de mots. Mais leur logique était intacte, leur mémoire était quand même préservée. Mais il y avait un déclin. Par contre, ces gens-là, il y a 10, 15 ans ou 20 ans, quand ils ont fait leur test neuropsy, il n'y avait pas les biomarqueurs pour l'Alzheimer. Donc,
quand on fait le biomarqueur, que tu as 20% des gens, que tu leur fais le scan, puis ils ont plein d'amyloïdes à 60 ans, puis ils ne se sentent pas encore symptomatiques, mais si tu leur faisais des tests neuropsy, tu vas voir peut-être que cette amyloïde qu'on pense asymptomatique, elle a un impact quand même subtil sur les tests neuropsy qu'on appelle déclin cognitif normal. Ce qui fait qu'on a probablement étiqueté les gens comme normaux et qu'on doit diminuer le cut-off score, le seuil de détection, en disant « Ah, c'est normal à 80 d'avoir 20 sur le MoCA. Peut-être que c'est pas vrai. Je n'ai pas dit que c'est 20, mais actuellement, dans l'attitude de validation de MoCA, qu'on avait des gens de 50 à 90, il n'y avait pas de changement avec l'âge si tout le monde avait un test neuropsy normal. Donc, et il y a des gens qui ont des tests neuropsy normaux à 90 ans, ce qui fait que je pense que c'est un mythe de dire pas clairement un mythe, mais c'est pas encore démontré clairement qu'on a vraiment un déclin cognitif. Si on fait des résonances magnétiques au monde qui ont le déclin cognitif subjectif, mettons qu'ils ont l'impression qu'ils sont moins rapides, on voit que c'est proportionnel aussi à la présence de changements microvasculaires, comme sur la résonance, on voit, ils vont nous dire souvent les radiologistes, leucoarayose, encéphalopétie sous-corticale athérosclérotique, ESCA, légère, modérée. Puis on a vu, quand on fait des tests poussés, ces gens-là ont une performance cognitive moindre. Donc, si on prend en considération ces facteurs biologiques, les gens qui ne les ont pas, ces éléments pathologiques, performent encore très, très bien. Ça veut dire que le déclin cognitif pourrait être un indice qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau et non qu'on est en train de vieillir normalement. Peut-être que la vieillesse existe quand même pour le cerveau, mais moins évidente parce qu'il y a plein d'histoires de centenaires qui fonctionnent bien dans les blue zones, où ils sont des gens actifs physiquement, ils n'ont pas de transport en commun ou d'auto, ils sont dans les montagnes, ils grimpent et ils marchent à tous les jours. Ils sont actifs à 90 ans, ils ont de l'activité sociale très intense, de communautaire aussi, une bonne alimentation, alors peu de pathologies, diabète, cholestérol, hypertension ou d'AVC. Ces gens-là, c'est la minorité de la population, mais c'est quand même ça donne une inspiration pour le reste de la population, que ça pourrait être nous aussi, qu'on pourrait avoir une vie saine, cognitivement et physiquement. Si on s'en donnait les moyens, évidemment. Ou la volonté. Oui. Ou la volonté. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ziad, ça fait un excellent tour d'horizon. On mettra les références là, sur toutes ces données-là sur le blog. Et là, je voulais te parler donc, on change complètement de sujet. Là. On parlait tout à l'heure du projet de loi 83 qui a été déposé récemment par le ministre Christian Dubé qui veut notamment forcer les jeunes médecins québécois à œuvrer dans le réseau public pendant 5 ans sous peine de pénalité assez salée. Là. On parle de mémoire jusqu'à 100 000 $ d'amende par acte posé. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai vu ça arriver, ça m'a ramené donc au milieu ou fin des années 90.
et à la création de l'Association des jeunes médecins du Québec. Donc, je croyais que tu étais président fondateur, mais C'est Alain Boutier en qui était faisant là, mes premier, lectures, j'ai réalisé qu'il y avait eu un petit décalage. C'est à ce moment-là qu'on s'était connus. J'aimerais ça peut-être que tu me résumes. Tu vas être beaucoup meilleur que moi, donc, pour, dans un premier temps, me ramener donc au milieu des années 90 à la naissance de l'Association des jeunes médecins du Québec, le pourquoi de ce mouvement-là, qu'est-ce qui s'était passé à la FMSQ, comment dire, à quel point nous, qui sommes de la même génération, avions été insultés, je pense, à l'époque, là, frustrés, choqués, enragés. Donc, oui, je non, t'écoute. ça ramène des souvenirs douloureux et, du temps quand c'est arrivé. On s'est senti tellement insulté et humilié par le geste qui a été posé par la FMSQ et le gouvernement. Dans le temps, c'était M. Lucien Bouchard, le premier ministre, qui avait dit qu'on allait avoir le déficit zéro pour le gouvernement et que tous les ministères devaient couper au moins 2% ou 3% de leur budget, et incluant les médecins de famille et les médecins spécialistes. Alors, ils se sont entendus, même si les policiers et les enseignants, de toute cette coupure va aller sur le dos des jeunes qui vont commencer leur carrière. On est en quelle année, là, de mémoire? 95. 95, oui. Donc, moi, j'étais en train de faire mon fellowship à UCLA. Je revenais en 96. Et ma blonde, dans le temps, elle me dit, écoute, tu viens tout de suite, une semaine après mon arrivée, à une réunion urgente à l'Association des jeunes médecins qui vient d'être créée pour répondre à cette insulte que les jeunes médecins ont reçue de la part de leurs propres collègues, qui sont les médecins spécialistes, qui sont entendus avec le gouvernement, comme les autres aussi sphères de la société, policiers, infirmières et autres, qui ont dit que les jeunes, vous devez eux-mêmes payer pour ce genre de coupure budgétaire parce qu'ils ne sont pas représentés au sein de la FMSQ, ils sont des résidents encore. Exact. Donc, à leur première journée de travail, ils doivent, en 96, être coupés de 30%. Puis, il y avait des collègues dans le temps, comme Dr. Rioux, qui était psychiatre à Charlemagne, elle avait commencé sa carrière à 100%. Puis, rétroactivement, sont venus chercher les sous qu'elle a pu obtenir alors qu'elle a fait son geste clinique à 100%. Elle a payé ses assurances à 100%, ses prêts de bureau. Et là, tu viens chercher ça en rétrospective. Moi, je n'avais pas encore travaillé, donc j'avais, dès mon premier jour, coupé de 30%. Alors que c'est des spécialistes qui ne se souvenaient pas, des médecins comme résidents qui étaient faire les fellowships, on revenait apporter une expertise, puis on se faisait accueillir avec une coupure de 30%, et c'était perçu très, très injuste, alors qu'ils auraient pu faire une coupure paramétrique à l'ensemble des spécialistes de 2% ou 3%. À l'époque, j'avais même mémoire 1% de coupure. Oui, c'est ça, je pense que c'était 1%. 1% oui. pour les spécialistes, puis nous, c'était 30% pour 3 ans, la mesure initiale. Est-ce que je me trompe? Oui, c'était 5 ans, mais c'était graduel, c'était 30-30, 20-20 ou quelque chose comme ça. Puis dans les régions éloignées, alors qu'on avait des incitatifs d'envoyer les gens en région éloignée, pour la première fois, ils se faisaient couper complètement, pas complètement, mais à un niveau moindre, mais encore même en région éloignée, alors que les besoins sont là. Puis c'est pas pour des gens surnuméraires au PREM là, qu'on coupe, parce qu'il y avait déjà une loi depuis les années 70, je pense, qui disait que, ou 80, que tous les médecins qui restent en ville doivent être coupés de 30% pour 3 ans. Donc, eux, ils ont bonifié cette loi-là, de dire maintenant c'est 5 ans pour absorber le déficit qu'ils voulaient absorber. Mais est-ce que je comprends que tous les d'autres corps de métier au Québec ont eu la même coupure, ou nous étions les seuls à subir là, les autres s'en ont sorti parce qu'ils ont... on a fait tous des démarches collectivement avec Espace... je pense que c'était Force Jeunesse qui a été créé avec François Rebello. Et on a pu faire un collectif de jeunes qui ont décidé de faire des pourparlers pour les clauses discriminatoires et on a présenté à la commission parlementaire pourquoi on n'est pas d'accord avec ce projet discriminatoire. Et la ministre du Travail, dans le temps, elle a retiré, dans le fond, pour les autres travailleurs, cette discrimination après 2-3 années. Alors que nous, on est sur la loi de l'assurance maladie,
ils n'ont pas enlevé ça s'appliquait pas le retrait à nous comme médecins. Donc, on était les seuls qui restaient pendant des années, depuis 1995 jusqu'à 2003, qu'on a réussi, avec M. Legault, qui était à ce moment-là le ministre de la Santé, à arrêter la loi discriminatoire. Donc, ça a pris quand même plusieurs années de bataille. Pour parler entre nous, les jeunes médecins, la FMSQ et le ministère de la Santé. Mais ce qui a fait la différence, je pense, c'était quand on avait dit qu'on allait quitter le Québec, là, qu'on allait partir, puis que c'est fini, là, les jeunes médecins ne sont pas appréciés. On va leur donner toutes des cours d'anglais pour ceux qui ne parlent pas bien ou les aider à faire les démarches pour avoir leur permis ailleurs et qu'on allait faire des conférences régulièrement pour les aider à quitter. Parce qu'on s'est dit, écoute, vous nous avez formés à 100%. Si vous trouvez qu'on est 30% incompétents, ne laissez-nous en résidence. On ne veut pas sortir et être incompétents. Et nuire. Et nuire. Et est-ce que les personnes, les médecins qui ont 75 ans, est-ce qu'ils ont aussi autant de connaissances ou à jour que les jeunes médecins qui arrivent? Est-ce qu'eux aussi devraient subir 30% de coupure? Est-ce qu'on devrait payer des 30% moins de frais de bureau, 30% moins d'assurance responsabilité, ou est-ce qu'on va être poursuivi à 100%, nous, pour l'acte qu'on va poser? Puis est-ce que l'expertise qu'on amène avec les fellowships ne compte pas du tout? En plus, on vient pas en surnuméraire au niveau des prêts, mais on vient dans un poste comme des neurochirurgiens qui venaient garder le poste, le centre de trauma de Charlemagne. Ils le gardent grâce à ce neurochirurgien qui était formé ailleurs. Ils ont pu garder le centre de trauma ouvert grâce à ce nouveau médecin, mais il était payé à 70%. Donc, c'est quand même assez ridicule. C'est assez incroyable. Ouais. Puis il y avait une poursuite également de la JMQ contre la FMSQ. Hein, donc, on a perdu toutes nos poursuites. Donc, la seule chose qui a fonctionné, c'est le côté politique à la fin, quand on a fait des grosses menaces. Mais je me rappelle de certaines réunions, là, lorsqu'on rencontrait, j'oublie le nom de la firme d'avocats, là, mais nous, les membres de la JMQ, là, on allait aux réunions, puis écoute, il y avait des collègues qui étaient enragés, là, qui étaient prêts, qui étaient prêts à hypothéquer leur maison pour mener, pour gagner cette cause-là. Écoute, moi, j'ai jamais vu la couleur de l'argent du gain qu'on a eu, parce que j'ai juste réussi avec l'équipe de la GMQ et les membres qui ont été influencés la décision, mais à arrêter en 2003, mais on n'a pas eu de rétroaction sur les sommes qu'on a perdues. Ouais. Tu as quand même été président pendant 7 ans, donc... Oui. Est-ce que tu t'attendais à ce que la JMQ disparaisse, disons, avec l'arrêt de cette démarche-là? Ça peut paraître surprenant là, d'avoir encore cette association-là aujourd'hui. Et il y avait aussi la bataille des activités médicales particulières, les AMP, qui touchaient les médecins de famille dans le temps, et qui, c'était quelque chose que les médecins de famille étaient hérités par ça également. Pourquoi ça devrait être pas tous les médecins qui font des AMP, et ça réduirait le besoin que ce soit juste les jeunes médecins. Et c'était une des raisons que c'est resté, je crois, pour ça. Mais c'était devenu aussi un chien de garde peut-être pour prévenir pour le futur. Toutes sortes d'abus, c'est ça. Puis ça nous amène à parler du projet de loi 83. Toi, quand tu vois ça arriver, fais-tu un corollaire entre les deux? Oui, je trouve que ça ramène effectivement le même questionnement. Pourquoi c'est sur le dos des jeunes médecins qu'on veut faire des réformes et que ça ne soit pas une contribution collective par l'ensemble de la profession qui est responsable des soins de la santé. Et c'est pas juste sur le dos des jeunes, que s'il y a un problème d'accessibilité aux soins, tu ne trouves pas de médecin de famille. Est-ce que c'est parce que le jeune médecin s'en va dans le privé que ça donne ça? Ou c'est parce qu'il y a une raison qu'il y a un manque de médecins de famille? Je ne pense pas que c'est la faute des jeunes médecins qui s'en vont dans le privé que les gens n'ont pas de médecins de famille. Là. Donc, je comprends, oui, le raisonnement logique de dire, oui, si le médecin, on a payé ses études, qu'on devrait s'attendre qu'il puisse rester dans le système public quelques années pour un petit peu retourner à la population ce qu'on a pu investir dans ce médecin-là. Je peux comprendre ça. Mais moi, je pense que je regarde ça plus comme un médecin, comme de dire le symptôme est quoi et le remède c'est quoi. Moi, j'irai à la cause du problème
de dire c'est quoi le problème actuellement. C'est pas la médecine privée qui est le problème, le problème, c'est le système de santé, il est inefficace. Moi, j'ai mes propositions de solutions pour le système de santé, mais ça fait longtemps que je ne suis pas dans la politique, donc je ne me suis pas impliqué à donner mon opinion sur quelles sont les solutions qu'on devrait avoir pour avoir un meilleur système de santé plus efficace. Mais je peux juste dire que je trouve que c'est un réflexe d'aller trouver un remède facile, rapide, et la cible facile, qui sont des médecins qui ne sont pas encore nombreux. On va pouvoir les mater plus rapidement et plus facilement. Il y a moins de résistance. Donc, je trouve que c'est plus ce genre de réflexe-là que je déplore d'utiliser une façon qui est populaire quand même dans la population. C'est sûr que les gens vont dire « Ah, mais exactement, c'est sûr qu'ils doivent repayer leurs études. » Je peux comprendre que ça peut faire du sens, mais je trouve que c'est une solution facile qui ne réglera pas tous les problèmes et qui va ostraciser un certain nombre de populations, des médecins qui vont sentir qu'eux, on les vise tout le temps, au lieu de trouver une solution plus globale qui est plus juste aussi. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Moi, ce que je déplore dans cette mesure-là, je suis en accord avec tout ce que tu as dit, là, puis c'est un peu ce que Dr Soufi, président de la FMRQ, me disait il y a quelques semaines, c'est instaurer ce concept de dette là, qui fait que potentiellement, peut-être, ça va créer de l'exode à retardement. Là. Les jeunes vont dire, moi, je fais mon 5 ans, un peu comme un militaire. Là, j'ai un mandat de 5 ans. Après les gens vont compter, il me reste 1 an, puis là, je m'en vais dans le privé. Là, donc, un peu comme pour les régions éloignées. Les régions éloignées, les retours on disait, de région. mais on va les obliger par la pénalité d'aller en région. Là, ils ont amélioré le système. Ils ont dit, OK, on arrête la pénalité dans les villes. On va juste augmenter on paye les gens 70% en ville alors qu'on en a besoin d'eux pour un poste qui est dans le PREM. Puis au moins en 2003, lorsqu'ils ont éliminé la pénalité des jeunes médecins, c'est devenu 100% en ville, alors que ça faisait comme 20 ans que c'était à 70%. Et pour les régions éloignées, au lieu ils économisaient sur le dos des jeunes de donner les incitatifs minimes en région, au lieu de leur dire on donne des gros incitatifs en région, pas juste pour les médecins, pour toutes les professions qui doivent aller en région, les dentistes, les infirmières, les ingénieurs. Donc c'est quand même important de bien s'occuper des gens en région et de leur donner un incitatif, pas une punition d'aller en région. C'est plutôt une incitation de donner un meilleur milieu de pratique. La même chose pour le départ du système public vers le privé. On devrait rendre les services dans le système de santé public intéressants assez pour minimiser le goût de vouloir aller dans le privé. Mm-hmm. Mais toi qui t'es déjà battu contre la FMSQ, là, donc est-ce que, d'un point de vue d'observateur aujourd'hui, est-ce que tu craindrais là, avec les négociations de conventions collectives que la FMSQ, la FMOQ négocient un peu sur le dos des jeunes, puis finalement que le gouvernement aille chercher des concessions, ou tu sais, que le gouvernement dise à la FMSQ, FMOQ, écoutez, laissez-nous aller avec le projet de loi 83, puis en échange, vous nous demandez telle chose, on va vous la donner. Tu vois un peu mon... Oui, c'est un très bon point. J'espère bien qu'il y a quelques encore personnes de notre groupe d'âge qui vont lever la main. Qui se souviennent de
qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes et qu'ils n'oublient pas qu'ils étaient jeunes à un moment donné. Exact. Et qu'ils vont dire, écoute, est-ce que je vais répéter la même insulte que j'ai décriée moi-même il y a 20 ans, ou est-ce que je vais m'en foutre des jeunes puis je vais juste faire ce qui me touche personnellement et touche mes collègues de mon groupe d'âge. Je trouve que ça crée effectivement une séparation entre les jeunes et les moins jeunes. Alors, je trouve que c'est dommage si la FMSQ ne se bat pas pour protéger l'ensemble de ses membres et pas juste des personnes moins jeunes. Écoute, les comparutions ou les déclarations en commission nous feront savoir la position des syndicats sur ce sujet-là. Ziad, en conclusion, donc, je te remercie énormément. C'est extrêmement intéressant. Il y a une petite section baguette magique dans mon balado, donc on atterrit ça doucement là, avant de poursuivre nos activités. Avec tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, là, si tu avais une chose à changer dans le système de santé québécois, par magie, tout est ouvert. Moi, j'aimerais vraiment, si j'ai la possibilité de faire ça, je vois la différence entre CLSC, dans le nombre de patients qui sont vus au CLSC, où les médecins sont plus des employés, ou dans les cliniques médicales privées, mais qui sont RAMQ, là, qui sont subventionnées. Le nombre de patients qui sont vus, c'est 4 fois plus dans les cliniques privées, subventionnées RAMQ, que dans le système complètement public. Donc, je changerai la gestion. Tout est gratuit, il resterait dans le système de santé, mais la gestion des hôpitaux, de toutes les CLSC, n'importe quel... je trouve que le système public a prouvé son inefficacité, son incompétence de gérer quoi que ce soit, sur plein de niveaux, pas juste en santé, mais en santé en particulier. Et quand tu donnes la possibilité de gérer privé avec des minimes profits, tu vas pouvoir dire que le patient qui s'en va dans un hôpital, lui, l'hôpital est privé, mais gratuit pour le patient, mais le patient devient un revenu. Donc, il est accueillant. Viens chez nous. Non, je vais aller à l'autre parce que j'ai moins d'attente dans l'autre, ou ils prennent plus de temps avec moi quand ils m'expliquent. Donc, il y a une compétition qui va se faire comme dans le système, dans la gestion de ce qui est privé. Moi, je mettrais tout ça privé, gratuit pour tout le monde, mais 4-5 fois plus efficace, comme l'exemple CLSC, clinique médicale. Et là, il y aurait presque aucune attente dans les hôpitaux, ni dans les urgences, ni dans les cliniques. Donc, je trouve que c'est la gestion publique, parce qu'il n'y a pas d'accountability, il n'y a pas d'incentive à la performance non plus. Parce que là, l'hôpital reçoit 100 millions en enveloppe budgétaire. Le patient qui arrive, c'est une dépense. À chaque fois, il lui enlève de l'argent de son enveloppe, tout le temps. Donc, s'il y a 12 heures d'attente, c'est correct parce que ça va décourager les gens de venir nous enlever notre enveloppe. Mais si l'hôpital est payé à l'acte, comme dans les cliniques médicales, chaque patient est un revenu. Moi, c'est mon opinion, mais écoute, à suivre, par rapport à ça. Là, mais... Peut-être il y a un projet de financement à l'activité qui va peut-être venir un peu moduler ça. Donc, ce sera le sujet d'une prochaine rencontre. As-tu une rencontre de rêve, une personne que tu aurais aimé ou que tu aimerais rencontrer, là, vivante ou décédée, là? Moi, j'aurais aimé rencontrer M. Musk, même s'il a une très mauvaise presse là, de ce temps-ci, là, mais parce que je trouve, pour les côtés que je trouve positifs qu'il a, c'est de pouvoir trouver des solutions créatives, imaginatives, qui regardent vraiment très élevées au-dessus de la mêlée, des solutions qui sont applicables à travers la planète. Donc, il y a une vision au niveau green, au niveau, comme ces voitures électriques. Donc, de trouver des solutions pour le transport, l'électrisation. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui a innové tellement. Et moi, je suis comme stimulé par l'innovation. Et j'essaie d'appliquer un petit peu ça dans tout ce qu'on peut développer. Je trouve que c'est un personnage, même s'il est controversé, qui demeure assez brillant et intéressant, peut-être un jour à rencontrer. Mais c'est un très bon choix. Je suis curieux de voir la relation entre Trump et Musk au cours des prochains mois ou de la prochaine année, là, parce que ça
Ça fait 2 coques dans la basse-cour. Peut-être devoir changer d'idée aussi, là, on va voir comment il va. Écoute, Ziad, ça a été extrêmement agréable. Donc, je te remercie d'avoir pris du temps là, durant la clinique d'aujourd'hui là, pour nous parler donc, de 2 sujets extrêmement intéressants. Puis, on va compléter les notes de balado, sensibiliser les gens donc, à la bonne santé cognitive, puis à visiter donc, les références Internet. Donc, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, c'était un plaisir. Au plaisir. Bonne continuation. Salut. Merci. Bye-bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.